Et bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode avis lecture. Pourquoi je vous fais un avis lecture dans un épisode de podcast ? Parce que c'est un bouquin qui traite de développement personnel, de santé mentale, et en particulier, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, je vais en profiter pour vous le dire de manière officielle sur les hauts potentiels intellectuels, aussi connus comme étant les suréfficients mentaux, enfin la surefficience mentale, la surdouance, comment on dit aussi, comment j'ai été appelée, précoce, je sais plus exactement quels sont les termes, mais aujourd'hui en tout cas, on nous appelle les hauts potentiels intellectuels. Avant de vous présenter ce livre, je vais vous parler un petit peu de mon contexte à moi, comme ça vous allez comprendre pourquoi je lis ce livre aujourd'hui. Et je vais être 100% transparente avec vous, parce qu'à un moment donné, le fait de se cacher pour la bienséance, il y en a marre. Donc, que je vous dise un petit peu, j'ai été diagnostiquée surdouée, donc précoce, avec un QI assez élevé, mais bon, le QI, on s'en fout. J'ai été diagnostiquée à 8 ans, parce que à l'école, je m'emmerdais, j'avais des bonnes notes, j'avais un comportement à l'école qui faisait que les enseignants s'interrogeaient sur le côté neurologique de ma personne, voilà. Donc du coup, effectivement, ils ont demandé à mes parents de me faire faire un test de QI, de me faire faire, de voir des psys, de voir des... Je sais plus exactement quels sont les médecins que j'ai vus, mais j'en ai vu une petite batterie dans un hôpital. Pas dans un hôpital psychiatrique, hein, dans un hôpital classique. Non, c'est pas un CHU parce que c'est un truc universitaire. C'est un hôpital classique, voilà. Un hôpital classique d'une ville complètement lambda. Et en fait, j'ai vu trois psys, je sais plus exactement, il y avait psy, psychiatre, neuropsy, enfin, je sais plus exactement, c'est plus très précis. En même temps, c'était il y a 20 ans. Enfin non, pardon, j'ai 29 ans, donc c'était il y a 21 ans. C'était il y a 21 ans. Et voilà, et en fait, au fur et à mesure de pas mal de batteries de tests, parce que ces tests-là de diagnostic, en fait, aujourd'hui, on n'appelle plus ça se faire tester, on appelle ça se faire diagnostiquer, parce que c'est médical. Et il s'agit aussi de votre activité cérébrale. Et en fait, on m'avait diagnostiqué du coup au potentiel intellectuel à l'âge de 8 ans. On m'a demandé de sauter 3 classes à la base et d'être envoyée dans un établissement spécialisé en Grande-Bretagne. Putain de merde, mes parents auraient dû accepter parce que j'aurais tellement aimé aller en Grande-Bretagne pour étudier, c'est un délire. Mais bon, ça ne dépendait pas que de moi. Et je devais sauter 3 classes. Donc en gros, comme tous ceux que vous voyez à la télé qui passent leur bac à 14 ans, j'aurais dû faire la même chose. Comme Sophie dans Gardien des Cités Perdues, vous voyez. Donc du coup, apparemment, dans mes souvenirs, j'avoue que c'est plus ou moins ça. Je me suis roulée par terre, j'ai fait une crise en mode je veux pas sauter des classes, je veux rester à la maison, je veux rester dans le village dans lequel j'étais, etc., etc. Et au final, l'instit de mon école, la directrice qui était aussi mon instit en CM1, vu que je venais tout juste de commencer le CM1 quand la décision a été prise, les tests avaient déjà été faits quelques temps avant. Et quand je suis rentrée en CM1, l'instit m'a dit bah oui, mais elle devait sauter 3 classes, donc vous lui faites sauter une classe. Enfin, c'est obligé, moi je l'avais plus dans ma classe. Voilà, c'était une connasse du coup. Et en gros, mais si vous la faites sauter, de toute façon, moi je la veux plus dans mon école. Donc en gros, soit mes parents ne me faisaient pas sauter, mais dans ces cas-là, j'allais avoir une instit sur mon dos toute l'année parce que comme c'était une école publique, elle ne peut pas refuser d'élèves à moins d'avoir une faute grave, que ce soit un voyou, etc. Moi, c'était pas mon cas. J'étais juste trop intelligente pour mon âge. C'est tout en fait. J'avais un cerveau différent. Et je me demande même si un potentiel autisme Asperger n'est pas passé à la trappe au profit de mon test HPI. Parce que je vais vous parler de ce livre-là, Je pense trop, de Christelle Petit-Colin. Effectivement, au cas où j'aurais encore des doutes, oui, je suis à 200% au potentiel intellectuel. Après, récemment, depuis le mois de septembre 2024, il y a au moins 3-4 professionnels de la santé qui me l'ont redit. Donc bon, voilà, je veux dire... C'est pas... Enfin, même peut-être plus, parce que j'avoue que j'ai commencé ce chemin. Mais bon, je vais vous expliquer tout ça. Donc, comme j'étais différente, j'ai été harcelée à l'école, mais j'ai eu toutes les formes de harcèlement. Hein. Je vous passe les détails, mais je pense que vous avez deviné, même physique, hein. Même intime. Je veux dire, c'était un petit peu implicite, des fois que vous ne l'auriez pas compris, n'est-ce pas? Donc voilà, j'ai eu tout, en fait. Et c'est vrai que quand j'ai sauté une classe, du coup, parce que mes parents m'ont dit c'est pas possible, on peut pas la laisser là, j'ai sauté une classe et je suis partie dans une école privée. Et j'ai été en CM2 avec les autres, etc. Ensuite, je suis rentrée en 6e.
dans une école, dans un pensionnat militaire, parce que c'était mon choix tout simplement. Hein. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que ne pas être avec les gens de mon âge, d'autant plus qu'on était dans une école militaire, la hiérarchie, l'âge, la classe, le niveau, c'est ultra important. Bah, j'ai tout fait pour être en échec scolaire, et de toute façon, les HPI, ceux parmi vous qui ont un cerveau comme le mien, vous savez que soit on est très bon toute notre vie et on est harcelé parce qu'on est très bon, c'est le syndrome aussi du savant, donc le fait de tout savoir et d'être excellent, etc. Et ben, on est lynché. Et si on est trop intelligent, mais qu'en même temps on est en échec scolaire parce qu'on sent qu'on est trop intelligent et que c'est pas normal, bah échec scolaire comme il m'est arrivé. Et du coup j'ai redoublé la 6e. Et à partir de là, bah j'ai fait toute ma scolarité tranquille, quoi, je veux dire, voilà. Enfin, tranquille. Non, j'ai été harcelée, tapée, tout ce que vous voulez. En gros, mon harcèlement, ça a commencé, j'avais 7 ans, je pense, 6-7 ans. Ça a commencé par des coups de poing dans le ventre par un gamin qui était amoureux de moi mais qui voyait ses parents faire la même chose. Et en fait, ça a continué jusqu'à mes 19 ans, à peu près. Non, 18 ans. Quand j'ai eu 19 ans et que j'ai commencé à aller à l'université, et bien là, mon harcèlement était définitivement terminé. Donc j'ai quand même passé de mes 8 ans à mes 18 ans à être harcelée non-stop. Mais quand je vous dis non-stop, il y a des gamins aujourd'hui qui se sont suicidés pour moins que ça. Non, pour moins que ça. Je veux pas juger, mais en tout cas, ce que j'en ai entendu, je me suis dit, ouais... Moi, j'ai vécu des trucs assez... Je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pourraient aller en prison. Enfin bref, j'ai fait un épisode là-dessus, il me semble, parce que j'ai l'impression de me répéter. Donc ça veut dire que j'ai fait un épisode là-dessus. Voilà. Donc le harcèlement scolaire, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Faut en parler, faut... Oui, c'est sûr que quand vous allez en parler, on va vous dire « Mais pourquoi tu m'en as pas parlé avant ?» Moi, quand il y a des événements qui se sont passés, c'est toujours moi qui étais punie. Je recevais des heures de colle, j'étais traitée de monstre. En fait, dès l'âge de 8 ans, 7-8 ans à peu près... on a commencé à me traiter de monstre en fait, en me disant que j'étais pas normale, que j'étais une anomalie, enfin bref, j'ai été insultée, lynchée, tout ce que vous voulez. Donc c'est sûr que la confiance en soi c'est un peu compliqué, et à 7-8 ans, le fait de te dire que non, tu vaux mieux, t'es différente, etc., et qu'au contraire c'est bien, c'est un cadeau. La preuve, les hauts potentiels intellectuels dans les pays anglophones, on les appelle les gifted children, a gifted child. Gift en anglais c'est un cadeau. Bah, je peux vous dire que pendant des années, j'ai pas perçu ma surdouance comme étant un cadeau, en fait, pas du tout. Mais bon. Après, je vais vous en parler plus en détail dans ce bouquin, vous allez découvrir un petit peu de quoi il s'agit, mais... Après, comme anecdote, j'ai fait un test Asperger il y a quelques jours, j'ai eu 145 ou 146 sur 200, autisme Asperger, donc je me dis, ouais, bon, les HPI Asperger, ça existe, c'est encore plus rare que les hauts potentiels intellectuels, mais bon, hein, tant qu'à faire, hein, j'ai envie de vous dire, voilà. Mais c'est une autre normalité, parce que du coup, je vois des psys, etc. Enfin bref, c'est assez compliqué quand même comme cheminement. Et en fait, bah, j'ai toujours appris à vivre avec, mais c'est juste que je voyais ça plutôt comme un fardeau, parce que j'étais traitée de monstre, harcelée, etc. Donc, jusqu'à mes 18 ans, je voyais ma surdouance comme étant quelque chose de pas bien. Et j'ai jamais accepté ça. Je vivais avec parce que j'avais pas le choix, en fait. Voilà. Et à l'université, bah... j'ai commencé un peu à oublier parce que tous les âges sont mélangés dans toutes les classes, etc. Et après, quand j'ai commencé à bosser, bah, on s'en fout, quoi. Et récemment, donc comme je vous ai dit, en janvier 2024, j'ai arrêté l'enseignement définitivement. Ensuite, de février à mai, j'ai fait une formation en ligne que je n'ai pas validée parce que j'ai arrêté en développement web. Mais j'apprenais assez vite. Enfin, bon bref, mon cerveau fonctionne comme ça de toute façon. Et en fait, après, bah, je me suis rendu compte que je voulais autre chose. Et depuis, bah, j'ai passé des tests pour travailler dans des grandes entreprises en traduction, etc., etc. Enfin bref, je suis passée par pas mal de cases. Et en fait, je me trouve toujours plus anormale, en fait, tu vois. Le fait de pas savoir où je me mets, quel métier je veux faire, etc. Et en fait, le rapport au métier, le rapport au social, tout ce qui concerne de près ou de loin un haut potentiel intellectuel, tout ça va poser problème, en fait. Voilà. Après, il y a une psy que j'ai... Enfin... il y a beaucoup de psys que j'ai vus récemment, mais qui m'ont dit ça ne vous définit pas, c'est une partie de vous. Et effectivement, je trouve ça très bien la façon de le dire parce que c'est vrai en fait, tout simplement. Donc mon cheminement vers l'acceptation complète de moi, attention je vais bouger le micro, ça va peut-être faire du bruit, je sais pas, ça a commencé au mois de mai 2024, donc comme quoi j'ai mis 20 ans, mais littéralement du coup j'ai mis 20 ans à enfin entamer ce processus de guérison entre guillemets. Après, moi j'ai envie de vous dire, le harcèlement c'était il y a pas mal d'années, ça a commencé il y a 20 ans, du coup ça a duré 10 ans, donc ça fait 10 ans officiellement que c'est terminé. Je peux vous dire que les cicatrices elles sont là, elles seront toujours là.
Mais c'est bon, je veux dire, maintenant, je sais me battre, je sais me défendre, je sais... je sais me connaître moi, je fais cet effort vers moi-même. Après, vous avez aussi les hauts potentiels émotionnels. La différence, c'est que ce seront des personnes qui sauront gérer leurs émotions, en fait. Donc, moi, ce qui inclut le haut potentiel intellectuel, c'est aussi l'hypersensibilité, la hyper-émotivité et l'hyperactivité, en fait. Donc, les émotions, la sensibilité et l'activité, c'est quelque chose qui est... bref, je vais vous en parler du coup. Après, ce que j'ai vu, c'est que récemment, en tout cas, que j'ai vu posté récemment sur Internet, en neurologie, il y a eu des IRM fonctionnels de réaliser, et en fait, les neurologues en ont conclu que, en fait, si vous voulez, il y a des petites... vous pouvez aller voir ça sur Internet, sur Google, vous aurez des photos, des images d'IRM fonctionnelles, et en fait, on a étudié le cerveau d'une personne normopensante, donc à savoir 80% de la population, et encore, apparemment, les HPI, c'est que 5%, donc c'est 95% de la population qui penserait normalement. Non, je pense que 80% de la population est normopensante, donc en gros, c'est le cerveau gauche qui fonctionne, la logique, etc., mais je vais vous en parler avec le livre, dans mon avis lecture. Ça veut dire que 20% de la population penserait avec le cerveau droit, mais ça inclut aussi que 20% de la population, du coup ça inclut les troubles de l'attention, les troubles compulsifs, Asperger, autisme, dyslexie, etc., etc., etc. Enfin, de ce que je comprends, c'est ça dont il est question. Il y a 80% de la population qui est normopensante. Oui, effectivement, ça fait peur. Parce que les normopensants, putain. Alors, je suis désolée, mais moi je m'ennuie avec les normopensants en fait. Moi je me fais chier avec les gens comme ça. Mais bon, ok. Et en fait, on a remarqué que l'activité cérébrale dans un cerveau classique, c'était des petites taches rouges. En gros, oui, c'est bon, t'as le cerveau qui est actif, etc. Et le cerveau de quelqu'un comme moi, donc à haut potentiel intellectuel, que Christelle Petit-Colin dans son bouquin, elle nomme les HPI les suréfficients mentaux. Ben oui, en fait, complètement, parce que c'est neurologique, c'est purement neurologique, donc c'est mental. Et en fait, c'est pas une maladie mentale, au contraire. Au contraire, il faut voir ça comme un cadeau. La preuve, les anglophones appellent ça gifted. Donc c'est censé être un cadeau, voilà, c'est une force, c'est sûr. On voit ça comme Einstein, etc. Enfin bref, ok. On voit ça aussi dans The Good Doctor, il faudrait que je regarde cette série, parce que du coup, le personnage principal, Sean, je crois qu'il s'appelle... Non, c'est pas Sean, je sais plus exactement. Il est HPI, Asperger, donc j'avoue qu'il faudrait que je regarde quand même. Mais pourquoi je disais ça ? Ah oui, l'activité cérébrale, elle est elle est beaucoup plus présente, c'est-à-dire que dans un cerveau normal, on va dire ça comme ça, l'activité cérébrale, ça va être des petites crottes de lapin rouge un petit peu éparpillées dans le cerveau, voilà. Alors qu'un cerveau HPI, il y a de l'activité cérébrale absolument partout et assez grande, assez intense. Parce qu'il y a une échelle de chaleur, si je peux dire ça. Rouge, ça veut dire que tu as une activité cérébrale. Jaune, ça veut dire que ton activité cérébrale est au maximum. Et les tâches, elles sont énormes dans un cerveau au potentiel. Donc, waouh. Donc voilà, il y a eu des études qui ont été faites. Et par contre, la conséquence, et moi je le vois bien avec moi, donc je peux vous dire que c'est vrai, les hauts potentiels intellectuels, nous n'avons pas cette chance d'avoir un sommeil réparateur. Notre sommeil profond est court. On n'a pas une très grande phase de récupération. Et notre sommeil paradoxal est vachement plus long. Donc ça veut dire qu'on mémorise nos rêves. Moi, tous mes rêves, je m'en souviens. Mais vraiment. Et comme cette mémoire-là, cette activité cérébrale est plus importante, et ben du coup, on a un déficit de production de sérotonine. Et ça, c'est extrêmement chiant parce qu'une carence en sérotonine, on va mettre ça au maximum, sur le système nerveux, vous allez avoir un impact quand même pas mal parce que vous allez avoir des troubles de l'humeur, une dépression, comportement négatif, apathique, c'est apathique quoi, genre légumes, irritable, agressif, démotivé, perte de plaisir, une émotivité exacerbée, impulsivité, trouble du sommeil. Enfin voilà, donc c'est l'hormone du bonheur en fait, la sérotonine. Oui, je peux vous dire que moi, la carence en sérotonine, je la vois au quotidien en fait. Parce que parfois, je vais être négative, oui c'est sûr. J'essaye de contrer tout ça en me disant, en palliant, en faisant des choses très positives, en inventant des réflexes dans mon cerveau qui vont faire que quand je vais penser à ça, hop, ça y est,
je vais être bien. Donc effectivement, les surdoués manquent de sérotonine. Voilà. Donc bon, parce que notre sommeil paradoxal est beaucoup plus grand et la sérotonine n'est pas sécrétée dans un sommeil paradoxal. Et nos neurotransmetteurs font baisser la sérotonine. Donc épuisement, chute radicale, on est des profils à risque pour la dépression et le burn-out, quoi. Donc voilà, parce qu'on a des zones cognitives suractivées, enfin, c'est un délire. Bref, maintenant je vais pouvoir commencer, maintenant que vous savez tout ça, je vais pouvoir commencer avec cet avis lecture. Alors, commençons tout de suite. Ce bouquin, donc il s'appelle Je pense trop, comment canaliser ce mental envahissant, et c'est de Christelle Petit-Colin aux éditions Guy Trédaniel, et il m'a coûté 17,50 € à la Fnac de Bordeaux. Bon, je pense que si vous êtes dans un autre magasin, ça va vous coûter 5% de moins, mais c'est pas très grave, ok. Et en fait, ce bouquin m'a été conseillé parce que, alors j'ai vu une neuropsy qui m'a dit que le diagnostic avait déjà été fait, donc pas besoin de le confirmer, enfin elle le confirmait bien sûr en 1 heure de temps, elle l'a confirmé. Ensuite, j'ai vu là, je suis actuellement suivie par une psychologue classique, par une psychologue clinicienne, par une psychologue du travail, j'ai une de mes très bonnes amies qui est coach quantique et qui m'aide énormément. J'ai vu une neurologue, neuropsy, neurologue, non, neurologue, j'ai pas encore vu, je crois. Et là, en fait, ce que je chercherais, c'est quelqu'un qui fait de la psychothérapie, mais plus spirituelle. C'est pour ça que moi-même, je suis hyper attirée par le fait d'être psychologue spirituelle moi-même. Donc psychothérapeute holistique dans le grand sens du terme. Par contre, c'est vrai que moi, quand j'ai cherché à me faire suivre, je voulais trouver quelqu'un qui allie psychologie, mais pas uniquement théorique, parce que théorique, ça a tendance à m'ennuyer. C'est hyper intéressant, mais au bout d'un certain temps, moi, j'adore parler, j'adore aller très profondément dans les sujets. Et je suis curieuse de tout. Et j'ai un cerveau qui fonctionne tout le temps. J'ai une activité cérébrale absolument dingue. Donc du coup, j'ai besoin de me nourrir en fait. Mais le fait d'avoir un praticien en face qui reste que théorique, j'avoue que parfois j'aimerais bien parler de religion, parler de croyances, parler de spiritualité, parler d'ésotérisme, de magie intérieure, de shadow work, de journaling. Enfin, j'ai envie de parler de tout ça en fait. Donc je cherche en ce moment quelqu'un qui puisse aussi me faire, pourquoi pas, si ça vous parle, une lecture d'âme. Ça s'appelle la lecture akashique, tout ce qui est les mémoires de l'univers, enfin si je me trompe pas trop. J'y croyais pas forcément, mais j'avoue que mon amie coach quantique, elle m'en a parlé un peu. Moi, elle a vu un petit peu ce qu'elle voyait en moi, et c'est complètement ça, alors que je lui en avais pas parlé. Donc je me dis, oui, effectivement, la magie existe, tout ce qui est spirituel, ésotérisme, ça existe, il faut juste y croire, parce qu'effectivement, si vous n'y croyez pas, ça n'aura pas d'impact sur vos vies, c'est normal. C'est comme le démon, si vous n'y croyez pas, voilà, je veux dire, à un moment donné, il viendra pas vous faire chier. Enfin, c'est ce que je me dis en tout cas. Bon bref. Du coup, c'est un livre, je peux vous lire le résumé. Qui pourrait penser qu'être intelligent puisse faire souffrir et rendre malheureux ? Oui, c'est le cas. Pourtant, je reçois souvent en consultation des gens qui se plaignent de trop penser. Ils disent que leur mental ne leur laisse aucun répit, même la nuit. Ils en ont marre de ces doutes, de ces questions, de cette conscience aiguë des choses, de leur sens trop développé auquel n'échappe aucun détail. Punaise. Ils voudraient débrancher leur esprit. Punaise. Mais ils souffrent surtout de se sentir différents, incompris et blessés par le monde d'aujourd'hui. Ils concluent souvent par « Je ne suis pas de cette planète ». Ce livre propose des cours de mécanique et de pilotage de ces cerveaux surefficients. Oui, effectivement, voilà. Donc Christelle Petit-Colin est conseille. D'accord. Bon, conseillère et formatrice en communication et développement personnel, conférencière et écrivain. Passionnée de relations humaines, elle s'est donnée à ses livres un ton simple, accessible et concret. Son précédent ouvrage, Échappé aux manipulateurs, a rencontré un vif succès auprès de ses lecteurs. Moi, j'avoue que j'ai pas envie de lire ce genre de truc, mais je pense trop. Ça m'a été donc conseillé. Bon, j'en ai beaucoup entendu parler moi-même en faisant des recherches, mais il m'a été conseillé par ma psychologue du travail. Voilà. Donc, et j'ai surligné des tas de trucs en fait. Donc, il y a le résumé que je vous ai dit, qui est aussi dans les premières pages. Ça va trop vite dans leur tête, ils en bégayent pour suivre le flot ou ils se taisent, découragés devant la surabondance d'informations. Les mots sont réducteurs et ne peuvent pas restituer la finesse, la complexité de leurs pensées. Ce qui leur manque le plus, ce sont des certitudes sur lesquelles s'appuyer, un questionnement incessant, etc., etc., etc. Pourquoi les autres ne perçoivent-ils pas ce qui est évident pour moi ? Si c'était moi qui analysais tout de travers et si j'avais tout faux, alors qu'en fait, absolument pas, on voit beaucoup de choses.
Donc les HPI sont, enfin elle appelle ça les suréfficients mentaux. Moi je résume, j'utilise les mots. Enfin là je vous lis ce que j'ai surligné. Comme hyperactifs et incapables de se concentrer parce que leur cerveau pluritâche s'ennuie à ne faire qu'une seule chose à la fois. Eh bah oui, en fait. Mais ce n'est nullement un dysfonctionnement, mais on est tout simplement différent. Énorme besoin de précision, oui. Ce qu'ils sont est impossible à cerner en un seul mot. Voilà, alors après, je passe les pages pour pas vous faire trop poireauter. Bien que sachant intuitivement qu'ils sont différents, ils ont du mal à faire objectivement face à cette réalité. Oui, ils adorent picorer dans les livres en diagonale. Oui. Moi, j'ai besoin effectivement qu'on me comprenne, qu'on m'accepte et comment vivre avec cette pensée bouillonnante. Et par contre, elle arrête pas de dire... Moi, ça m'a fait pleurer quand mes psys me le disent. Moi, ça me fait pleurer parce que je trouve que c'est un compliment qu'on m'a jamais fait. Elle me dit... elle a dit dans le bouquin, et on m'a dit du coup aussi, avec ce magnifique cerveau qui est le vôtre. Oh waouh, j'adore ça, punaise. On m'a jamais dit que j'avais un magnifique cerveau. Mais cette capacité que j'ai de m'émerveiller en toutes circonstances, on me l'a beaucoup reproché, on m'a beaucoup dit que c'était gamin, immature, machin, tout ça. En fait, les gens qui vous critiquent parce qu'ils pensent que vous êtes immature à vous émerveiller de tout, c'est juste qu'eux-mêmes ne peuvent pas le faire en fait. Ils peuvent pas faire le quart du tiers de ce que vous faites vous. Donc voilà, ils sont tout simplement jaloux ou envieux. Ou alors, comme ils n'acceptent pas eux-mêmes ça, bah du coup, ils acceptent pas que autrui le fasse. Voilà, tout simplement. Mais c'est ce qu'elle dit dans le bouquin. Et en fait, on m'a dit, ma psychologue du travail aussi m'a dit que, bah, comme je m'émerveillais de tout, je suis hyper positive, je suis un soleil, je suis pétillante, je suis pleine de vie, je suis très positive, comme je peux être très négative aussi, mais j'ai jamais eu envie de me flinguer parce que je me dis, bah, j'aime trop vivre en fait la vie, elle a tellement de choses à nous offrir que ce serait dommage en fait. Et puis surtout, pourquoi pas continuer à faire chier les autres, après tout, on est différents. On vous embête parce qu'on est différents, t'inquiète, moi je vais rester là, y a pas de souci. Voilà, je vais pas leur donner satisfaction. Bah non. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais dire déjà, je ne sais plus. Voilà, tout simplement, mon cerveau, il est comme ça. Maintenant, je le sais. Ah oui, et ma psychologue du travail m'a dit, mais c'est magnifique d'être comme vous. Votre personnalité, je sais plus quand elle me disait ça, votre façon d'être est magnifique. Et j'étais en mode, waouh, ok, bah écoutez, je vous le dis à vous aussi, si vous êtes comme moi, votre cerveau, votre personnalité, votre perception de la vie est tout simplement magnifique. Non mais voilà, ça fait quand même vachement du bien de se l'entendre dire. Et puis pour avoir une référence et une petite blagounette qui fait toujours du bien, avec nous les gars, Wicked is very good, tu vois. Non parce que on n'est pas dans le Maze Runner à avoir besoin de nous tirer des trucs du cerveau, mais j'espère qu'un jour ça n'arrivera jamais. Parce qu'avec nous, Wicked is very good, tu vois. Bon, on n'est pas en train de traiter non plus une maladie à cause du soleil qui a pété, mais bon, on sait jamais. Alors... tout est en trop de pensées, trop de questions, trop d'émotions, et en superlatif, voire en hyperlatif. Hypersensible, hyper réactif, hyper affectif, hyper tout ça. C'est tout le système sensoriel et émotionnel qui est hypersensible, cette finesse de perception est neurologique et commence par la perception de la réalité. Waouh, yes! Une intensité plus forte, cela s'appelle l'hyperesthésie. Ça je connaissais pas du tout. Si un suréfficient mental visite cette pièce, il se souviendra de bien plus de détails que la plupart des gens et aura même repéré d'infimes et anecdotiques particularités, de toutes petites choses auxquelles personne d'autre que lui n'aura prêté attention. L'hyperesthésie, c'est les sens qui sont hyper développés. On remarque absolument tout. Et moi, c'est vrai que je fais pas exprès, je vais pas regarder les gens en mode... non, je suis, comme elle le dit dans son bouquin, dans un état d'éveil, de vigilance, voire d'alerte permanente. C'est complètement ça. Moi, surtout, c'est l'hyperesthésie auditive. Visuelle, c'est le cas. Maintenant, j'ai des lunettes, c'est un peu plus compliqué. Mais par contre, j'observe énormément. Je vois tout, même sans regarder. Par contre, l'hyperesthésie auditive, ah mais non, mais ça me parle en fait. Peut entendre plusieurs sons simultanément. Je peux écouter plusieurs choses en même temps, effectivement. Je peux isoler des sons, oui. Entendre mieux les sons graves que les sons aigus. Bon, voilà, ça je sais pas forcément. Il en va de même avec les bruits lointains, mieux perçus que les sons plus proches, bien évidemment. Ce qui fait qu'ils seront gênés par une musique de fond pour suivre la conversation, ou pour lire un bouquin, ou pour me concentrer, quoi. Les titres des informations sont la plupart du temps donnés sur le générique musical du journal. Bah oui, audition pénible, tintamarre. Moi c'est vrai que j'écoute énormément, enfin voilà. Après il y a marqué que les hauts potentiels intellectuels, les suréfficients mentaux, j'aime beaucoup le terme qu'elle utilise, sont trop tactiles.
Alors ça dépend, parce que quand les gens que je connais pas vont me toucher, surtout les cheveux, ça va me faire... Non, tu me touches pas les cheveux, tu te dégages en fait. Je suis capable de cogner quelqu'un si ce quelqu'un me touche les cheveux sans ma permission. Ah mais genre je vais te cogner, dégage en fait. Par contre, c'est vrai qu'avec mes amis, avec les personnes que j'affectionne, je vais être hyper tactile, à vouloir leur faire des bisous, des câlins, les caresser quand ils vont pas bien. Oui, effectivement, je me suis reconnue. Finesse d'attention, ça je suis d'accord. Bon après, il y a des choses qui sont moins... La synesthésie, etc. Il y a des choses qui sont moins vraies pour moi en tout cas, ou que j'ai pas compris tout simplement. Parce que juste, je pense que je vais trop loin alors que c'est plus simple. Donc voilà, je vous donne juste moi ce que j'en ai pensé. Alors, certaines textures ou contacts provoquent des phénomènes d'attraction, de ravissement, ou au contraire génèrent répulsion et évitement, les bizarreries esthétiques. Moi, c'est vrai que quand je vois des trucs tout mignons, tout fluffy, j'ai besoin de les toucher, j'ai besoin de prendre les peluches dans mes bras quand je les vois dans les magasins, enfin voilà. L'hyperesthésie peut devenir épuisante et très handicapante si les capteurs sont trop sensibles et les perceptions trop amplifiées. Moi, c'est ce que j'ai, concrètement. L'hyperesthésique les endure en continu, jour et nuit. Oui, effectivement, la nuit, mon chat vomit à l'autre bout de la maison, je l'entends. Mais je déconne pas, il y a une araignée qui grimpe au mur, je l'entends, ça va me réveiller. Cela éparpille l'attention dans 1000 directions et il faut sans cesse essayer de se recentrer. Rester concentré sur la conversation et s'intéresser aux convives lui demande un effort considérable. Oui, bah oui, moi mon esprit, il est ultra rêveur, il part dans un... C'est donc être hyper vivant, moi je suis d'accord. Les HPI essayent de partager... Bon, elle ne dit jamais au potentiel intellectuel, hein. Enfin quasiment pas. Ils essayent de partager leur émerveillement avec leurs proches et se heurtent à l'incompréhension. Cette hyperesthésie explique aussi pourquoi, bien qu'ayant souvent des passages dépressifs, les suréfficients mentaux conservent néanmoins une joie de vivre sourde, latente et puissante, prête à renaître au moindre rayon de soleil. C'est ça, exactement. Non mais genre vraiment. Après, on pète un câble de façon incompréhensible, bien évidemment, parce que j'ai une telle finesse de mes sens que j'évite les larmes aux yeux quand quelqu'un pleure. Enfin, je suis une éponge en fait. Moi, concrètement, je suis une éponge parce que je suis sensible au ton employé, mots prononcés, expression du visage, gestuelle. Je suis très susceptible aussi, donc très vite blessée par les critiques, les reproches, la moquerie ou les intentions cachées de leurs interlocuteurs qu'ils pressentent instinctivement. Et après, on ose nous dire « Mais non, tu te fais des idées !» Bah si, moi je vais au-delà des mots en fait, fais pas chier. Hein. Le cerveau droit est essentiellement gouverné par les émotions et l'affectif. Rester froid et rationnel, donc pour ceux qui ont un cerveau gauche, est quasiment impossible. Mais c'est pour ça que les personnes qui sont froides et rationnelles tout le temps, et qui ne laissent jamais leurs émotions transparaître, je ne les supporte pas. Mais c'est pas possible en fait, ça m'éteint, ça me tue. Ces personnes-là, c'est mes antithèses. Et c'est ça aussi, le fait que j'ai trop côtoyé ces personnes-là dernièrement, c'est ça qui a fait que j'ai voulu consulter. Je me suis dit, punaise, mais c'est moi qui ai un problème. En fait, non, j'ai pas de problème du tout. Déjà, y a des personnes de mon entourage qui devraient aller consulter, mais genre ça devient urgent en fait, vraiment, je déconne pas. Donc c'est pas à moi toujours d'aller consulter. Et puis par contre, c'est pas parce que tu consultes que tu as un problème. Mais je voulais faire un épisode là-dessus, psy égale problème. C'est quoi ce délire en fait ? Non, tu vas pas voir un psy parce que t'as un problème. Tu vas voir un psy parce que tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'avoir un point de vue différent, de nouvelles cartes à ajouter à ton jeu, etc. etc. Enfin, une nouvelle perception. Tu as besoin d'avoir des conseils extérieurs. Enfin voilà quoi, à un moment donné, c'est naturel. Tout le monde a besoin d'aller voir un psy un jour dans sa vie. Enfin, je veux dire, ce serait complètement débile de dire « Oh ben non, moi j'en ai jamais besoin, j'ai pas de problème. » Moi, quand j'ai dit ça à des proches, ils m'ont dit « moi j'ai pas de problème, je vais pas aller voir de psy. » Ouais, d'accord. C'est ça justement pourquoi tu devrais aller voir un psy. Tu te regardes pas assez dans la glace, chérie, y a pas de souci. Les hypersensibles sont envahis par leurs émotions comme autant de tempêtes incontrôlables, baladés par leurs changements, anxiété, colère, rage, déprime, mais ils sont aussi capables de s'enthousiasmer, de surfer sur des vagues d'euphorie et de ressentir de vrais moments de joie pure. C'est pour ça que quand je ressens ces moments-là et qu'on me demande de me taire, ça me tue et j'ai juste envie de cogner en fait. Tu me demandes pas de me taire. Après, comme me dit ma psy, vous pouvez pas gérer, vous n'êtes pas responsable de comment les autres vont réagir face à vous. C'est le bien-être en première place. Si vous êtes bien, les autres, s'ils sont pas d'accord avec la façon dont vous êtes, on s'en fiche, faut pas que ça m'atteigne en fait. Ouais, c'est compliqué, hein. Et faut pas que je réagisse en mode tu me tapes, je te tape, quoi. Oui, c'est sûr, c'est gamin, mais en même temps, c'est tellement facile. Donc, si vous faites partie des gens sensibles et émotifs, vous ne le savez que trop. Votre entourage vous fait sans cesse la morale et vous gronde comme un enfant. C'est stupide de pleurer ou de s'indigner pour si peu. Il ne faut pas prendre les événements autant à cœur, il faut s'endurcir. Bref, si l'on écoute les réflexions, les critiques et les conseils donnés en boucle aux hypersensibles, il serait préférable d'être dur, froid et insensible. Est-ce vraiment la solution ? Moi, j'ai pas envie.
Voilà. Les suréfficients mentaux ont un grand potentiel émotionnel qui les encombre plus qu'ils ne les comble, tant qu'ils n'ont pas appris à les dompter. Jugés, critiqués, honteux, les gens hypersensibles ont bien évidemment une image déplorable d'eux-mêmes. Après, s'il n'y avait pas les HPI, du coup, il n'y aurait aucune créativité, pas d'empathie, plus d'humour, population rationnelle, self-control permanent, sans chaleur. Alors je peux vous dire que je vois des gens comme ça, et ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Parce que si la planète n'était faite que de gens comme ça, des robots en fait, parce que le fait d'être humain, c'est d'avoir des émotions et des ressentis, etc. Donc d'avoir des humains que rationnels, self-control et sans chaleur, mais la planète, elle aurait explosé, les gars. Heureusement qu'il y a des gens comme vous et moi, mais sans déconner. Donc l'hypersensibilité est un réel contre-pouvoir. Bah ouais, mais c'est bien en fait. Moi je trouve ça bien. Mais c'est ce qu'elle dit aussi. Hyperaffectivité, voilà. En entreprise, c'est une souffrance particulièrement forte. Parce que dans une ambiance morose ou négative, obéir aux ordres d'un chef stupide ou un but de son pouvoir, bah c'est vrai que moi, ça m'est déjà arrivé de me bloquer sous des cris, des réprimandes, de la pression. Faudrait solliciter les gens, privilégier les encouragements plutôt que les remontrances, mais ça les gens ne savent pas faire. Ils savent que vous dégommer et pas vous encourager. Difficulté de concentration, des échappées dans le rêve et des absences pénibles. Oui, complètement. Intellectualiser toutes les situations chargées émotionnellement. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des fautes parfois. Intellectualiser, enfin comme dans n'importe quel livre, intellectualiser toutes les situations chargées émotionnellement et ne se reconnaîtront... Bon bref, hyper émotif, le fait... Bon, en fait, quand je surligne des mots qui me frappent l'esprit, quoi, et du coup, quand je surligne juste, ça ne veut plus rien dire. Parce que du coup, je surligne pas la phrase en entier. L'hyper-empathie. Oui, on s'imprègne des émotions des autres comme de véritables éponges. Oh là là, oui. Comprendre sincèrement les gens. Oui. Impossible d'être serein à côté de quelqu'un de triste ou rester calme à côté d'une personne stressée. Oui. Et il doit s'occuper de son entourage et faire régner l'harmonie pour pouvoir enfin être bien lui-même. Oui. Et du coup, l'isolement peut devenir leur seul moyen de protection. Oui. L'indifférence des gens à leur égard leur paraît d'autant plus choquante et blessante qu'ils la croient délibérée. Oui. Ce n'est pas que je veuille savoir, c'est que je ne veux pas... C'est que je ne peux pas ne pas voir. Exactement. Attentif à tous les petits détails. L'incapacité à renoncer à avoir raison. Ah ben bien sûr, mais moi je sais que comme mon intuition, elle me dit quelque chose, c'est à chaque fois la vérité. Certains s'obstinent à crier leur vérité, quitte à prêcher dans le désert et au risque de devenir la risée de tous. Moi, je fais quoi sur YouTube ? C'est exactement ce que je fais. Voilà. Devenir la risée de tous, non, mais ouvrir ma bouche, oui, et je pense que j'arrêterai pas. Parce que si personne n'ouvrait notre bouche, bah, on en serait comme on en est aujourd'hui, quoi. Donc, je pense que les grands changements, ça commence par des leaders. Moi, je suis pas leader du tout, mais par des gens qui vont juste ouvrir la bouche et qui ne vont pas avoir peur d'ouvrir la bouche, en fait. J'ai beau avoir été harcelée pendant 10 ans, bah c'est bon, je sais à quoi ça ressemble en fait. Donc je continue d'ouvrir ma bouche et je ne m'arrêterai pas. Voilà. L'opinion du collectif est tellement puissante que toute voix discordante est disqualifiée. Bien évidemment. Mais on apprend en se trompant. Donc il y a des gens qui m'ont reproché le fait de quand même accepter un poste en maternelle en début d'année parce qu'ils me connaissaient, oui, ils savaient que ça allait pas être pour moi, etc. Bah oui, mais j'en avais besoin en fait. J'avais besoin d'apprendre. J'avais besoin de me tromper, en fait. À quel moment j'ai besoin de m'excuser ? À quel moment j'ai besoin de regretter ? Mais je vais pas leur dire oui, t'avais raison. Bah non. J'avais besoin de ça. C'est tout. Ça fait partie des expériences. Et parfois, les expériences, il nous les faut. Même si on nous dit, ah bah tu vois, je t'avais prévenu, je te l'avais bien dit, ça sert à quoi ? À rien. Bah voilà. Avancez, faites votre petit bonhomme de chemin, et puis fuck it, voilà. Alors, les suréfficients mentaux disent parfois sentir des présences paranormales ou faire des cauchemars tellement réels qu'ils se demandent s'il s'agit d'un cauchemar ou d'un monde parallèle. Et c'est vrai qu'on a tendance à aller vers cette quête spirituelle. Jusqu'à présent, on vous a sans doute souvent reproché ce que vous êtes structurellement, il est temps de l'accepter et d'en être fier au point de le revendiquer. Après tout, dans tous les films, les suréfficients mentaux, les petits génies, les gens différents, c'est souvent les personnages principaux, donc voilà. Donc à ce sujet-là, j'ai regardé la bibliographie, parce que moi je rate aucune page des bouquins, et en fait elle parle à un moment donné d'un bouquin qui a été écrit en 2003, qui s'appelle « Le mystère des enfants indigos ». Et je vais pas en parler plus que ça, parce que je sais pas si vous allez me prendre pour une folle ou pas, mais les enfants indigos, ce sont des enfants qui sont nés à partir des années 70, qui sont nés en réponse à des prières pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui seraient des enfants en fait envoyés comme des anges sur terre par Dieu en réponse aux prières, qui sont en fait des hauts potentiels intellectuels très spirituels,
et qui serait là pour changer un petit peu l'ordre établi, pour perturber l'ordre établi des rebelles, enfin des personnes comme moi en fait. Je me suis complètement reconnue dedans. Dans les années 70, on les appelle les enfants indigos, parce qu'ils ont une aura de couleur indigo, pour ceux qui croient aux auras et qui les voient. Moi, je vois les auras, mais seulement si elles sont très lumineuses ou très, très sombres, en fait. Voilà. Et ensuite, les enfants des années 90, donc comme moi, on les appelle les enfants cristaux, enfin, l'enfant cristal. Et puis, ceux qui sont nés à partir des années 2000, les enfants arc-en-ciel. Mais attention, ce sont les enfants à haut potentiel, très spirituels, qui sont justement dans cette quête spirituelle. Vous êtes libre d'y croire ou pas. Moi, je laisse la possibilité à tout ça d'être vrai. Voilà. Je ne suis pas fermée, je ne dis pas non. Parce qu'il n'y a qu'un con qui change pas d'avis. Et puis le fait d'être fermé et fermé d'esprit, je trouve ça complètement con. Donc moi, du coup, je reste ouverte d'esprit. Je trouve que cette vision des choses est vraiment magnifique. Si vous êtes intéressé par les enfants indigos et que vous retrouvez là-dedans, comme moi en fait, n'hésitez pas à lire là-dessus et à en parler. Et puis de toute façon, si les gens se moquent de vous, vous faites ce que vous voulez. Hein. Il y a bien des gens qui dansent tout nus sous les étoiles, hein, donc après tout, je veux dire, je les critique pas, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Mais à un moment donné, voilà quoi. Il y a bien des trucs vraiment de merde qui marchent de ouf parce qu'il y a bien des gens pour consommer ce genre de trucs. Bah vous avez le droit d'aimer ce que vous voulez en fait, voilà. Sachant que nous, c'est pas de la merde en plus, donc à raison de plus. Mais c'est subjectif. Le cerveau gauche est linéaire, méthodique, verbal, analytique, rationnel et logique. Qu'est-ce que c'est chiant. Le cerveau droit vit dans l'instant présent. Il privilégie l'information sensorielle, l'intuition et même l'instinct. Ah oui, moi je suis à 100% dans le cerveau droit. Les cerveaux surefficients, 15 à 30% de la population du coup, des cerveaux, ont une prépondérance de l'hémisphère droit. Ah bah ça c'est sûr, 15 à 30%. Et elle dit... la majorité des cerveaux, donc 70 à 85%. Oui, parce que le reste, du coup, c'est l'hémisphère gauche. Voilà. Après, il y a marqué... dès l'enfance, il se heurte à des situations embarrassantes et incompréhensibles, reproché d'être stupide, insolent, provocateur. À l'école s'ajoutent de nouveaux reproches, hors sujet, non-respect des consignes, malentendus qui aggravent leur cas, les adultes exaspérés n'élucident rien et leur rétorquent qu'ils font exprès de ne pas comprendre, etc., etc., etc. Ce décalage rend les contacts sociaux complexes et fatigants pour les cerveaux droits. Pourquoi les choses semblent-elles si simples pour les autres ? Moi, c'est vrai que passer une semaine avec des gens, peu importe qui, c'est extrêmement fatigant pour moi. Tout le temps. Et le fait de m'isoler, ça ne suffit pas, en fait. Donc, voilà. Les suréfficients ont énormément d'humour, mais leur humour est tellement personnel qu'il est difficile à partager, même entre suréfficients mentaux. C'est vrai que vous allez me montrer un truc censé être humoristique avec beaucoup d'humour de je sais pas quel humoriste. Je vais pas rigoler un seul instant, en fait. Je vais être là en mode... ok. Bon. Je vais m'ennuyer en fait. Par contre, il y a des situations qui vont me faire rire, qui font pas rire les autres. Et moi, c'est ce que je dis en général, je suis mon meilleur public. Quand je fais des blagues et que je sors des conneries à la seconde, c'est comme ça que je suis drôle et pleine de vie et pétillante. Bah désolée d'être comme ça. Enfin non, justement, je m'excuse pas. Et faites pareil en fait. Donc du coup, après je sais que c'est très compliqué. Mais c'est pour ça que je dis je suis mon premier public parce que quand je fais des blagues et que personne rigole, moi je vais être explosée de rire, je vais en pleurer quoi. Et si les gens me regardent de travers... mais qu'est-ce que j'en ai à battre en fait ? Moi j'en viens, mais là ça fait que depuis quelques mois que mon mantra c'est je m'en fous. Je l'ai souvent dit ça, cette répartie. Voilà. On va vous dire mais c'est gamin, c'est gna. Voilà. Savourez les énormes possibilités de ce magnifique cerveau. Oh là là. Pensez en arborescente, une idée en fait jaillir 10 qui à leur tour en fait jaillir 10 nouvelles, 1000, blablabla. Blablabla. La décision est un art. Elle sera fulgurante ou impossible. Ah oui, prendre des décisions, c'est sûr. Poursuivre une scolarité sans histoire et trouver sa place dans la société occidentale, c'est la dominance de l'hémisphère gauche qui est la plus adaptée. Ouh, rêveur, distrait, oui, en se demandant ce qu'ils allaient faire, il leur faut un moment pour retrouver... Ah oui, moi je perds le fil de mon action tout le temps, ça c'est sûr. Votre cerveau a besoin que les choses soient compliquées pour être performant. À ce moment-là, c'est délicieusement bon d'être surefficient et de mesurer la puissance de ce cerveau. Les inconvénients de la pensée arborescente, cette pensée va tellement vite, etc. Mais ces heures à ruminer sont autant de temps passé à baigner inutilement dans le stress et l'angoisse. Moi je rumine, je me fais des films, c'est un truc de ouf. La force de votre imagination est telle qu'elle vous fait vivre les situations virtuelles presque aussi intensément que dans la réalité. Choisir délibérément quelques pensées ressources pour réorienter votre humeur en cas de dérapage vers la déprime ou l'angoisse. Moi c'est vrai qu'en général c'est ce que je fais quand je m'ennuie, quand je me dis putain va falloir que je fasse ça me fait chier et tout. Vivement d'être à la maison pour reprendre ce que je faisais, etc. Bah je pense au livre que je suis en train de lire.
Je pense aux jeux auxquels je suis en train de jouer. Je pense... là, je me suis acheté des oracles, mais je vous en ferai une vidéo YouTube. Je pense à ça, et du coup, ça me permet de rester motivée et de me dire, allez, t'inquiète. L'art d'user votre plaisir avant de l'avoir pris, complètement. Pensez à haute voix. Oui, je me parle toute seule. Maintenant, je me dis, bah non, il y a mes chats. Mais non, je continue de me parler toute seule. Cela canalise et apaise votre pensée. Oui. Des doutes et des questions à foison. Ah bah ça c'est sûr en fait. Besoin de précision. Certaines questions sont douloureuses, angoissantes et surtout sans réponse, bien sûr. Mais remise en cause personnelle, permanente. Remise en cause personnelle permanente. Mais ça ronge l'estime de soi et entretient un vide identitaire qui donne trop de pouvoir aux avis extérieurs. Oui, effectivement, moi je m'en remets tout le temps en question en fait. Quand quelqu'un me dit « Ah, t'as mal fait ça, faudrait que tu fasses ça », je me remets en question tout de suite en fait. Ce que les autres ne font pas, soit dit en passant. Donc bon, faut arrêter de le faire, mais c'est compliqué. Le cerveau des suréfficients ne se pose pratiquement jamais dans le présent et fait des allers-retours continus entre le passé et le futur. Oui, il ne sait pas penser en solo, non. Respirez à fond, vous êtes vivant ici et maintenant, ouais. Vous devriez toujours alimenter votre cerveau d'apprentissage, de projets à réaliser, de défis à relever. Rien qu'en lisant cette phrase, je me suis dit « Oh ouais, oh punaise !» Ça a allumé la flamme à l'intérieur, là. Vous êtes curieux de tout et vous adorez apprendre. Lorsque le moulin tourne à vide, l'ennui s'installe et très vite la déprime suit. Ah mais c'est sûr. En vrac, toutes les informations, oui. Leur montrer le bac comme un de leurs jeux vidéo, une passerelle vers ce qu'ils ont envie de faire. Bon, ça c'est pour les HPI qui ont du mal à passer le bac. Moyen mémotechnique, oui, il faut l'occuper à autre chose en même temps. Pluritâche, oui, moi pour me concentrer sur une tâche, il faut que j'en ai plusieurs en même temps. C'est comme ça. La bonne réponse était celle qui vous était naturellement venue à l'esprit. Tout est spontanément si rapide et si facile. L'endurance et la persévérance ne sont pas toujours les qualités premières d'un suréfficient. Et pourtant, moi je trouve que je suis quand même pas mal là-dedans. Mais parce que quand j'ai l'intuition ou une bonne réponse qui me vient à l'esprit tout de suite, je mets en doute et après je me dis bah vas-y, je continue, etc., etc. Par contre, dans ce qui est le travail, oui effectivement c'est des explosions assez ponctuelles d'endurance et de persévérance. Après, je le suis pas tout le temps, toute la journée, à chaque heure, à chaque instant, quoi. Voilà. Énergie hors du commun et il voit le sommeil comme une perte de temps et rechigne à aller se coucher. Oui. Dysfonctionnement de l'humeur. Oui. Alors, ça, c'est pour les apports en sérotonine, le sport, les protéines, des projets de la relaxation. Ouais, ça, c'est sûr. Lorsqu'un suréfficient mental sait enfin de quoi il souffre, le monde devient compréhensible. Ouais. Les hyperesthésiques, les encombrés mentaux, les hyperémotifs, ceux qui parlent à haut débit, ceux dont la curiosité est insatiable ou ultra sélective, les hyperactifs, et les personnes atteintes du syndrome d'Asperger. Une surefficience mentale très particulière. Eh ben écoutez, je pense que je suis sans doute Asperger. J'en ai pas parlé à ma psy ce matin, parce qu'on... Bah ce matin, oui, je l'ai vu ce matin du coup, parce que on parlait de plein d'autres choses, mais j'avoue que quand j'ai fait le test, j'ai eu 145 sur 200 ou 146, je sais plus, et je me dis, waouh, j'ai eu 28 sur 28 à certains chapitres, j'étais en mode wouhou. Se fermer en présence de certaines personnes qui l'a vidé de son énergie. Oui. Droit, honnête et respectueux des règles, sensible aux détails, sincérité très dérangeante, la pertinence de leurs remarques est redéfinie en impertinence. Je suis complètement là-dedans. J'ai besoin d'être acceptée et soutenue, c'est sûr. Interaction sociale, ça met dans un état de confusion et d'épuisement. Besoin de solitude, bah oui, ça c'est sûr. Alors, la charte d'affirmation de soi, je la trouve très bien, c'est de Liane Holiday Wiley, en 2001. Je ne suis pas déficient, je suis différent. Je ne sacrifierai pas ma dignité pour me faire accepter de mes pairs. Je suis quelqu'un de bien et d'intéressant, je suis fière de moi. Je suis capable de me débrouiller en société, je demanderai de l'aide en cas de besoin. Je suis digne d'être respectée et acceptée par les autres. Je me trouverai une carrière adaptée à mes aptitudes et mes intérêts. Je serai patient avec ceux qui auront besoin de temps pour me comprendre. Moi, je ne le suis pas exactement. Je ne renierai jamais mon identité. Je m'accepterai pour ce que je suis. Faut-il passer des tests de QI ? Alors là, elle dit que le QI, donc ils sont répartis en 7 sous-parties, etc., etc. Donc moi, je l'ai passé, ça. Un test à la volonté préméditée de faire tenir 95% de la population dans un espace compris entre 70 et 130 de QI. Quelle place est laissée à une réelle mesure d'intelligence ? Parce que soit t'es trop con, soit t'es trop intelligent en fait. Donc ça stigmatise énormément. Et l'intelligence est une notion subtile et volatile. Et on a mis un chiffre sur le mal-être des gens. Donc ce n'est pas la taille de votre cerveau qui importe, mais la grandeur de votre âme. Et ça c'est Daniel Tammet. Voilà. Oui, vous êtes différent, votre cerveau est supervisé par l'hémisphère droit, votre pensée est globale, affective, intuitive et fulgurante.
celle des normaux pensants et séquentielle, rationnelle et circonscrite, ce sont bien deux mondes, deux façons de penser, deux mentalités qui cohabitent en croyant être semblables, tout en reprochant à l'autre ses dysfonctionnements. Oui, vous venez bien d'une autre planète que je vous propose maintenant d'aller explorer. Bon, ça c'est pour les autres trucs. Le vide identitaire, l'entourage n'y comprend rien. On dispose d'une palette d'expressions qui inclut les infrarouges et les ultraviolets. Ça, c'est ce que m'a dit ma copine au potentiel émotionnel. Et en fait, on a une palette qui est juste incroyable. On a une palette digne d'un grand magasin de décoration intérieure. Alors que les normaux pensants, la colère, c'est une émotion. Ah bah non, il y a plusieurs types de colère. Enfin, c'est waouh. Voilà, ils captent qu'une vision. Et puis les gens normaux, du coup, ne captent qu'une vision parcellaire. Et ne vous renvoient de votre discours qu'une partie tronquée, déformée, amputée de sa subtilité. Vos beaux infrarouges et vos magnifiques ultraviolets sont ignorés. Ce que vous avez de plus subtil n'existe pas aux yeux des autres. Et c'est ce qu'on vit en permanence parce que ils voient pas les ultraviolets et les infrarouges. Ils croient trop facilement que trop penser à soi rend égoïste et individualiste. Oui, c'est vrai, moi je pense pas... En fait, c'est vrai que dans ce bouquin, c'est ce qu'il est dit, que les suréfficients mentaux ne savent pas passer du temps pour eux, en fait. Et moi, c'est vrai que je sais pas. Et en général, quand je prends du temps pour moi, je me fais engueuler. Donc, donc voilà. Parce que c'est jamais au bon moment, forcément, mais c'est comme ça la vie, de toute façon. Et lorsque la santé morale est bonne, elle fonctionne comme une défense immunitaire morale. Ouais. Après, moi, je me remets en question très souvent. Peur d'échec, oui. Peur de l'échec. Hyper-contrôle, oui. La tension est permanente. Les interactions sociales deviennent fatigantes. Sentiment de solitude, d'être différent. Sentiment d'imposture. La peur et la fatigue créent des comportements inadaptés. Moi, c'est vrai que je deviens agressive, méchante, dévalorisante ou vantarde. Non, pas forcément. Mais je pars en vrille très facilement, en fait. Parce que... comme je suis dans l'hyper-contrôle, surtout en présence de personnes qui ne m'acceptent pas, je suis dans une tension permanente et les interactions sociales avec ces personnes deviennent non pas uniquement fatigantes mais impossibles. Et c'est pour ça que je pars en couille totale parce que, waouh, il y a des gens, en fait, ils sont tellement différents de moi que j'arrive pas, en fait. Ils me tuent, mais vraiment, je vous le dis, ils me tuent. Voilà, ensuite, les réussites, faut se féliciter de chaque petit pas. Dans notre société, on relève plus les erreurs qu'on ne valide les progrès. Ouais. On préfère faire des critiques que donner des encouragements, bien évidemment. Les suréfficients mentaux ont une acuité toute particulière pour cerner le potentiel de perfection de toute chose, de toute situation et de tout être humain. C'est ce que j'arrête pas de dire dans mes épisodes. Ne plus être différent est un rêve partagé par tous les suréfficients. Oui, c'est sûr. Mais après, j'adore être différente, mais c'est tellement lourd à porter, c'est waouh. Quel étrange et vilain canard, ils vont devenir ainsi sans se fondre dans le décor pour autant. Bah ouais, c'est clair. Après, en général, les HPI, on oscille entre des états de lassitude profonde et de déprime et des états d'euphorie et d'exaltation. C'est pour ça qu'on nous dit « Ah, mais t'es bipolaire », parce qu'on passe très facilement de l'un à l'autre. Bah non, en fait, enfin, peut-être, qu'est-ce qu'on s'en fout. c'est moi que ça concerne, c'est pas toi. Les suréfficients mentaux organisent leur propre mise à l'écart. Bah c'est vrai. Bien qu'aimant profondément les gens, les suréfficients mentaux peuvent choisir délibérément le retrait social. Ces moments de solitude les reposent et leur permettent de se ressourcer, mais peuvent également beaucoup les angoisser. Ouais, moi je suis très rêveuse. Les échapper dans le rêve, rêver sa vie. Évasion mentale, mais tellement. Et la vie, du coup, me paraît bien déplaisante par rapport à ce paradis mental. Et en général, on se réfugie dans des passions, des centres d'intérêt exclusifs. Moi j'en ai plein. La grandiosité sert à se défendre. Ouais, c'est vrai. Des répliques aussi fulgurantes que cinglantes, une exigence de perfection grandissante. Moi, c'est vrai que quand j'envoie des réparties et que quand je t'envoie une remarque dans la gueule, en général, on se dit « Waouh, la vache !» C'est pas en mode « Waouh, dis donc, quelle répartie ?» Non, c'est juste « Je suis violente, je suis cinglante, je suis... Bah écoute, à un moment donné, ferme ta bouche, t'avais qu'à pas me provoquer, tu me cherches, tu me trouves, chérie. » Ils endossent un personnage d'amuseur. Exactement. Je suis un clown. Après, elle parle d'un faux self, un faux moi qui nous permet de nous adapter à la vie en société. Après, elle parle d'un truc, je vais vous le lire. Lorsque le bébé vient au monde, il n'a pas conscience de son individualité. Il croit être un morceau de sa mère. Peu à peu, il va défusionner et prendre conscience d'être une entité distincte. On appelle cela la conscience du soi. Puis, en intégrant les messages identitaires que son entourage lui adresse, l'enfant développe l'image de soi. Si les messages sont positifs, l'enfant acquiert une bonne estime de lui. Dans le cas contraire, l'estime de soi restera faible. En quelques années, à travers ce cheminement de la conscience de soi à l'estime de soi, l'enfant construit son identité. C'est-à-dire qu'il sait à la fois se sentir soi singulier et unique,
mais aussi pareil aux autres et intégré au groupe. Pour les surefficients, c'est l'inverse qui se produit. Ils se heurtent à l'impossibilité d'être soi et acceptés pour ce qu'ils sont. Leur intégration est entravée par l'impression d'être différent et de ne pas trouver sa place dans le groupe. Ouais, c'est ça. Et on se construit un faux moi qui nous permet de nous adapter à cet environnement contraignant, mais qui asphyxie notre vraie personnalité qui est vraiment très riche en fait. On a une personnalité comme personne d'autre. Quand on me demande d'accomplir une tâche, je ne me pose même pas la question de savoir si je veux le faire ou non. Ah, putain, ça me fait la même chose. Pardon, je dis encore un gros mot. Cette étape est zappée puisque c'est forcément oui. Je serai surtout déjà occupée par l'étape suivante, savoir comment je vais caser ce nouvel élément dans mon emploi du temps. C'est ça qui me fait me dire que je suis Asperger, c'est que l'imprévu, ah mais ça me fait péter un câble. Mais l'imprévu, mais c'est horrible en fait. Je me fais un emploi du temps mental tous les jours. Et l'imprévu, mais punaise, mais c'est horrible. C'est horrible, parce que je cherche toujours à satisfaire mes interlocuteurs. Et du coup, quand quelqu'un me demande « Est-ce que tu peux faire ça ?» Bah c'est forcément oui, en fait, vu que j'ose pas dire non. Mais je vais surtout penser à comment je vais faire pour m'organiser. Je pense même pas au fait que j'en ai pas envie. C'est un truc de ouf. On épouse toutes les causes au bout de quelques phrases et sont de ce fait incapables de s'opposer à quoi que ce soit et à qui que ce soit. Au lieu de dire « Oui, d'accord », dites « Ça ne m'arrange pas ». Ou dites le jeu. Moi, c'est ce que ma psy, elle me dit de dire. Le jeu. À partir du moment où tu dis je machin, je pense que, je ne suis pas d'accord, que tu commences tes phrases par la première personne du singulier, tout simplement. Et ben, si les personnes en face le prennent mal, c'est pas de ta faute. C'est un des 4 accords Toltec. Ça ne doit pas t'atteindre, en fait. Vous avez le droit de tout ça. Toutes les émotions, tous les ressentis, c'est légitime. C'est normal d'avoir des émotions, d'avoir peur de tout ça, de se fâcher, d'être triste. Peu à peu, vous saurez à nouveau ce que vous ne voulez pas, puisque vous voulez. Ensuite, vous vous autoriserez à l'exprimer. Vous n'avez pas besoin de plaire à tout le monde pour rester en vie. Vous n'avez pas à prouver votre valeur, vous êtes parfait dans votre imperfection. C'est ce que je dis souvent dans mes épisodes, c'est ça que j'adore en fait chez les humains. L'idéalisme, on possède un système de valeurs en acier trempé, composé d'absolu, place la barre très haut, idées très précises, renoncer à leur idéal leur paraît inacceptable. Et on ne sait pas du coup si on doit être un sage ou quelqu'un d'aigri qui ronchonne tout le temps quoi. Trop de non-dits, d'hypocrisie, de lâcheté, de rituels stupides et hypocrites, quel manque de simplicité et de franchise. Je suis surprise par tant d'abnégation. Ah bah oui, l'abnégation c'est un synonyme de ce qu'on est quoi. L'argent ne les intéresse tout simplement pas. Ouais, j'avoue, quand quelqu'un parle d'argent en mode moi je veux minimum tant par mois, je suis en mode waouh. Ok, bah non, moi l'argent j'aime pas ça, je suis pas... comment on appelle ça déjà ? Je suis pas du tout... Ah punaise, on appelle ça les gens qui aiment l'argent, qui sont tous dans l'économie là, comment on appelle ça déjà ? Ah punaise, attends, il y a un terme pour ça. Bon, je trouve pas exactement le terme que je veux, mais par contre la société de consommation. Moi je suis pas du tout dans ce délire là en fait. Les partis qui sont tous pour l'économie là, tout ça, vas-y ça me saoule, dégage en fait. Moi je suis pas du tout comme ça en fait. Enfin bon, l'argent ne m'intéresse pas, voilà. Mais c'est vrai que le fait de ne pas imposer sa vision du monde aux autres, ça aide beaucoup. Après on est considéré comme des bisounours, ah bah oui. Honnêteté absolue, respect scrupuleux des règles. Bon, ça s'est coupé, mais respect scrupuleux des règles. Et en fait, moi, on m'a déjà dit... parce que à l'école Milouf, du coup... Enfin, l'école Milouf. Pension militaire, lycée d'État, il y avait une règle, c'était à partir de 22h, extinction des feux, t'as pas le droit de sortir du dortoir, t'as pas le droit de... Voilà. Et moi, à aucun moment, ça m'est venu à l'esprit d'être rebelle et de sortir dehors. Parce que si on te dit à 22h, tu sors pas, c'est pour te protéger d'un éventuel accident, de faire n'importe quoi. Et en fait, quand j'en ai parlé à des personnes de mon entourage, il y en a qui m'ont dit moi aussi je respecte les règles, j'ai pas envie de me faire virer, j'ai pas envie de... Mais c'est pas que j'ai pas envie de me faire virer, c'est que pour moi les règles elles sont là pour être respectées en fait. Il y a des règles effectivement elles sont cons, donc pourquoi les respecter si elles sont cons ? D'accord. Il y a des règles elles vont trop loin, mais une règle évidente de ne pas faire le mur, à un moment donné... Mais il y a des personnes qui m'ont dit ah bah non t'aurais dû, c'est dommage. Bah quoi ? C'est parce que t'es jeune que tu dois être con ? Bah pas du tout. Moi, j'ai respecté les règles, en fait, c'est tout. On me dit, ah, t'es faillotte, gna gna gna. Bah non, il y a des règles, on les respecte. Enfin, je sais pas, je veux dire, à un moment donné, c'est simple, en fait. Quand le suréfficient mental considère que ce règlement est stupide ou que cette loi particulière est mal faite. Ah bah, c'est ce que je viens de vous dire. Un respect scrupuleux des règles. Complètement. Il est normal de traiter avec les gens d'égal à égal. C'est mon côté communiste. Les suréfficients ne se laissent impressionner que par la droiture, le courage ou une compétence avérée. Beaucoup de conflits pourraient être évités s'ils prenaient la peine d'accorder à leurs interlocuteurs la déférence dont ils ont besoin pour être rassurés. Immédiatement accès au potentiel positif de leurs interlocuteurs. Oui, c'est vrai, moi je vois le bien
en chaque personne qui m'entoure, en chaque personne que je croise, je vois le bien immédiatement. Par contre, il y a des personnes, après beaucoup d'années à essayer de voir le meilleur d'eux-mêmes, fuck it en fait. C'est quoi la répartie ? Voilà. Maintenant, non, je vois plus le bien en ces personnes. Je vois que le morose, le moche, le négatif, le vas-y dégage en fait. Enfin bon voilà. L'entente avec la majorité reste compliquée, sentiment de gêne, trop grandes attentes. Après c'est vrai qu'il y a une question dans le test d'autisme aussi. Est-ce que quand vous êtes dans un environnement social, est-ce que vous avez du mal ou pas à aller voir les gens ? Moi j'ai pas de mal à aller voir les gens. Enfin je me dis, quitte à passer pour une folle, je m'en branle. Par contre c'est vrai que les personnes vers lesquelles je serai très naturellement attirée et les personnes avec lesquelles je vais parler tout de suite quasiment et je vais aller creuser direct, c'est les personnes originales. Les personnes qui sortent vraiment du lot, les personnes excentriques, les personnes qui s'habillent de telle ou telle façon que j'ai jamais vue, etc., etc. Enfin voilà, je vais toujours être attirée par les personnes originales et hors du commun en fait. Originales quoi, enfin comme moi en fait, enfin comme moi. Les personnes qui parlent, qui rigolent, qui font beaucoup de bruit, punaise j'ai faim, mon estomac vient de gargouiller, bah je vais avoir moins de mal à aller leur parler en fait. Donc c'est pour ça que moi quand je parle, quand il y a des gens qui parlent à côté de moi et que je les entends et qui parlent juste à côté, bah oui je vais participer en fait. Bah bien évidemment, enfin je veux dire voilà, j'ai pas de problème à parler, j'ai encore moins de mal à aller vers les gens originaux quoi, voilà, qui sont pas comme les autres. Avide de relations intenses, intimes et chaleureuses, oui. Alors intime, moi je l'ai pas vu dans le sens sous la ceinture, je l'ai pensé à intime dans le sens on parle intimement de soi quoi. Le suréfficient mental ne demande qu'à comprendre l'autre et à se remettre en cause. Exactement, sauf qu'à un moment donné, faut arrêter. Voilà. Ah, ça se voit que je lisais moins... je lisais en diagonale parce que ça se voit que le surlignage est moins présent. C'est affreux de devoir se fermer, pourtant vous le savez bien au fond de vous, il faudra tôt ou tard fixer des limites à votre gentillesse. Moi, c'est vrai que le fait de devoir me fermer, c'est compliqué, quoi. Non, tout le monde ne peut pas changer. Alors, notre intelligence... Oh punaise, mon estomac il fait... Notre intelligence gère simultanément un plus grand nombre de données, son fonctionnement par association d'idées décuple ses possibilités de mémorisation et de choix de réponse, établir des associations, autant de raccourcis que des chemins de la pensée que lui permettent d'aller vite, prendre les choses de façon globale, enfin là c'est juste une explication de notre cerveau. Oh là, j'ai tapé le micro. Plus on est intelligent, plus on doute de l'être et moins on le sait. S'admettre intellectuellement plus performant que la moyenne fait aussi violence à leur modestie, il est plus confortable de se croire juste un peu hypersensible et décalé. Partout où ils passent, quoi qu'ils entreprennent, les suréfficients réussissent. Ils sont rapides, efficaces, font les choses vite et bien, et ils le savent. Oh, ça fait du bien de savoir ça. Il n'est pas étonnant que vous suscitiez régulièrement de l'animosité et de la jalousie. À mon avis, ce décalage perçu par les inférieurs et nié par les supérieurs est à l'origine de beaucoup de situations de harcèlement. Il n'y a pas de vantardise à constater des faits. C'est ça, la façon la plus honnête de gérer votre différence et de l'admettre. Fractionnez-la en petites capacités indépendantes les unes des autres pour qu'elles deviennent accessibles aux normaux-pensants. Donc, qui sont les normaux-pensants ? Aïe, aïe, aïe. Leurs 5 sens sont moins développés, moins en alerte et moins fins. Ils sont moins attentifs, moins susceptibles. Ils sont cons, quoi. Enfin, non, c'est pas... pour moi, c'est inintéressant. Je m'ennuie avec des personnes normales. J'essaye de les comprendre, mais c'est vrai que je vais essayer de les voir parfaits dans leur imperfection, comme elle dit souvent, mais... Bon, c'est vrai que moi, je trouve que notre cerveau, en fait, il est beaucoup plus... intéressant. Cet épisode, c'est pas pour cracher sur les normaux pensants, hein, c'est bien évidemment pour que vous puissiez vous comprendre vous et comprendre ceux qui vous entourent. Moi, je trouve ça fondamental. Baigner dans une mer d'amour universel, c'est exactement ce que j'allais dire. En se sentant proche de la nature et des autres êtres humains n'est donc pas la spécialité des normaux pensants. Moi, c'est vrai que je baigne dans une mer d'amour inconditionnel, en fait. Proche de la nature, proche des autres êtres humains. Moi, je trouve que l'humain est magnifique, en fait. Encore plus magnifique dans sa différence. Le cheminement est beaucoup plus lent pour les normaux pensants, probablement exaspérant, ah bah oui c'est sûr. Besoins affectifs moins intenses. Ils aiment parler de choses banales et anodines, échanger des lieux communs, partager des idées consensuelles et se retrouver juste pour le plaisir d'être ensemble. Oh, qu'est-ce que c'est chiant. Pour moi c'est des relations de surface en fait. Ah bah c'est ce qu'elle dit. Bon bah ok, d'accord. Les normaux pensants aiment le groupe et même la foule. Ah mais quelle horreur. Ils aiment s'amuser et se distraire. Bon, moi j'aime bien, mais bon. Ils n'éprouvent pas le besoin d'élever le débat et de refaire le monde. Oh, alors attendez. Ça, c'était un couple d'amis qu'on côtoyait il y a pas mal de temps déjà. La nana a été super malsaine avec moi. Super toxique, etc. Elle m'a défoncé, quoi. Et en fait,
Elle était bête, cette fille. Bon, déjà, elle parlait pas français, mais elle ne faisait aucun effort, déjà. Et même en anglais, elle faisait aucun effort. Parce que tout ce qui était élever le débat, un truc profond, refaire le monde, comme elle dit dans son bouquin, tout ce qui était dialogue plus profond, elle était pas capable. Je me disais, mais putain, mais t'es bête, mais c'est pas possible, en fait. Enfin, voilà. Moi, c'est vrai que je peux pas. Inutile de s'ouvrir à d'autres façons de penser quand celle en vigueur vous convient. Au contraire, les idées trop révolutionnaires les choquent et les braquent. Moi, j'adore tout ce qui est, comment on dit, tout ce qui est, c'est pas, il y a un synonyme d'idée révolutionnaire. Mais j'adore, moi. Les tabous, j'adore aussi. Mais c'est quoi le problème, en fait? Ah, je sais pas, il y a un terme pour ça, bien évidemment, quand je parle, j'oublie, mais bon, c'est le principe de mon cerveau. Je bois. Penser à boire, ça fait du bien. Voilà. C'est pas des idées révolutionnaires, il y a un autre terme pour ça. C'est les trucs en mode oulala, faut pas en parler, quoi. Moi, j'adore parler des trucs dérangeants. Les normaux-pensants n'aiment pas non plus qu'on parle de soi d'une manière trop introspective. Ça remue les angoisses. C'est uniquement quand ils vont mal que les normaux-pensants éprouvent le besoin de parler d'eux de façon intime. Bah non, pas du tout. Il y en a, ils parlent pas d'eux, en fait. C'est en mode je vais éternuer. Pardon. Oh là bas. Oh bah dis donc. La vache. Les conversations profondes, c'est juste les moments de déprime, etc. Oh, qu'est-ce que c'est chiant. Individualisme structurel explique le manque d'empathie et le côté mesquin qui choque les suréfficients. Bah ouais, moi je suis très empathe en fait, donc voilà. Alors, les normaux pensants ne sont pas capables d'échanger comme vous voulez au niveau d'intensité dont vous avez besoin sur les valeurs qui vous sont chères. Ils ne vous suivront pas sur ce terrain et c'est leur droit, c'est vrai. Système de valeurs beaucoup plus souple, il y a une forme de fatalisme dans leur raisonnement. Surtout pas de vagues, on ne dit rien, on ne s'en mêle pas, on relativise, et si quelqu'un dénonce le scandale, c'est lui qui est considéré comme le fauteur de troubles. Oh, des hémisphères droits, il faut des hémisphères droits pour bousculer, et puis après vous avez les hémisphères gauches pour tempérer, quoi. Pas très porté à l'autocritique, moi je m'autocritique tout le temps. Confortés par la caution de 70 à 85% de leurs semblables, les normaux pensants ont pu se créer une identité, trouver leur place, se sentir intégrés et développer leur confiance en eux. Tout leur confirme que ce sont eux qui sont dans le vrai. Bah non, en fait. Il y a plusieurs normalités. Il y a les normaux pensants, puis il y a les suréfficients mentaux. C'est une autre normalité. C'est pas bizarre, en fait. Les états d'âme et les sautes d'humeur des suréfficients mentaux laissent les normaux pensants perplexes. L'empathie n'est pas leur fort. Ils jugent et ils critiquent. Bon, moi aussi. Hein. Moi, j'ai beaucoup fait rigoler ma psy. Elle m'a dit comment je... Enfin, bref, je lui parle, quoi. Et je lui dis que, en moi, il y a une vieille dame de 90 ans derrière ses rideaux qui juge et qui critique, quoi. Ah mais bien sûr, bien sûr. Mais ça c'est vrai que c'est réservé aux normaux pensants du coup. Tout ce qui fait la richesse de la personnalité des suréfficients mentaux est recadré en négatif. On est immature, instable, naïf, trop de questions, trop émotif. Oh là là, déni constant. Ah bah bien sûr. Ne plus y penser, tourner la page, rencontrer d'autres personnes, refaire votre vie. Oh, mais pour moi c'est des trucs, c'est pas possible. Trouver votre famille d'âme. Ça, c'est vrai que les familles d'âme, j'en ai entendu parler dans le fait de faire une lecture d'âme, une lecture akashique. Et je trouve ça très très intéressant, les familles d'âme. Il y en a 12, je crois, dans ce que j'ai lu. Et j'ai hâte vraiment d'avoir une lecture d'âme si je trouve quelqu'un qui me correspond, quoi. Chaque intervenant devra garder à l'esprit que les surchauffés du bulbe sont souvent hyper réactifs, hypersensibles, écorchés vifs, dépressifs. Enfin, souvent. Qu'une parole sans intention agressive peut, le plus souvent par simple maladresse et manque de précaution, blesser profondément. L'amour avec un grand A. Le sens du sacré. Les suréfficients mentaux pensent avec le cœur, ils ne peuvent pas ne pas penser avec le cœur, tout est forcément teinté d'affectif, mais bien sûr, prêter une âme à des lieux, des objets, mais bien évidemment. Accorder du temps et de l'attention à ce qu'on fait, y mettre son âme, décuple la sensation de vivre intensément. Ah mais moi je mets mon âme à 2000% dans tout en fait. Il déborde d'amour et éprouve un irrépressible besoin de le donner. Pouvoir enfin donner autant d'amour, c'est accomplir sa mission. Mais exactement. En fait, la nostalgie lancinante aussi, c'est très facile. Mais moi, j'ai besoin, et c'est ce qui est dit aussi des enfants indigos, qu'on est là, on a été envoyé sur Terre pour accomplir une mission de vie, en fait. C'est exactement ce que je me dis. C'est exactement ça. Ne cherchez plus l'amour à l'extérieur de vous, donnez-le vous, etc. L'amour que vous cherchez va pouvoir circuler autant que vous le voulez. Profession, diapason.
Le monde des droitiers du bulbe est absurde et incompréhensible pour les gauchers de l'encéphale et réciproquement. Surtout, ne demandez plus aux normaux pensants de vous dire qui vous êtes. Ils en sont incapables. Amen. Alors, quand on te révèle qui tu es, la première phase, c'est que tu auras un indéniable soulagement. Vous n'êtes pas fou. Enfin, quelqu'un peut percevoir vos infrarouges et vos ultraviolets et vous restitue une image cohérente et valorisée de vous. Tout leur vécu prend enfin du sens. C'est un truc de ouf. Et en fait, moi, c'est ce qui m'est arrivé. L'acceptation. La surefficience mentale est un cadeau empoisonné. Ouais, mais c'est gifted child en anglais, donc après tout. Hein. Mais un cadeau tout de même. Enfin, moi, je vous dis ça, mais est-ce que je sais me l'approprier à moi-même? Non, pas du tout. On peut vivre heureux en étant surdoué. L'acceptation est le premier pas à faire vers le bonheur. Oui, vous avez ce cerveau pétillant, effervescent, bouillonnant. Alors, champagne. Enfin, si vous supportez l'alcool. Alors moi, j'avoue que j'ai des problèmes d'estomac. Mais le Beaujolais nouveau, je l'ai bien digéré. Donc voilà. C'est le moment de prendre le contrôle de votre pensée. Ah ouais, des automatismes. Ah mais grave. Ah, les ancrages. Moi, c'est ce qu'on m'a dit au salon Zen où je suis allée au mois de mai-juin. On m'a dit que j'étais pas du tout ancrée et que mon chakra du plexus solaire, il était grave bloqué. C'est comme m'avait dit... il est grave keblo, wesh. J'avais un chiropracteur qui m'avait parlé comme ça. Eh, votre dos, il est grave keblo, wesh. J'étais en mode, pardon, tu me parles comment? Non, mais c'est pas possible. Les états ressources, c'est les états qui sont optimaux pour vivre une situation. Et états limitants, ceux qui nous entravent et nous nuisent. Choisir l'état interne adéquat pour une situation donnée. Alors ça... Salut. Je suis en plein dedans, j'y arrive pas. Retrouvez une situation antérieure où vous avez vécu cet état positif, revivez mentalement la scène par vos 5 sens, jusqu'à entrer intensément en contact avec l'état ressource, puis associez-y un ancrage sensoriel, une pression sur la peau ou un petit yes victorieux. Fermez le point. En fait, tu associes à un état ressource, une situation antérieure qui t'a fait du bien, à un geste physique, ou un objet, ou des trucs comme ça. Moi, c'est pour ça que je prends tout le temps un Sylvania quand je bouge. Je sais pas pourquoi. Je le sors pas de sa boîte, hein, mais j'ai une petite peluche ou une petite poupée, un Sylvania avec moi. C'est pour ça que pour Noël, je demande des poupées cette année. Tout est d'importance égale. Ah bon? Ouais. Bah ça dépend. Mais pourquoi j'ai surligné, je sais plus. Mais c'est pas grave. Alors, description des niveaux logiques. Ah non, c'est une... pardon. Tout est d'importance égale, c'est la définition des mind maps. Les niveaux logiques en neuropsychologie. Vous avez l'environnement, le contexte, les comportements, les actes, les actions. Vous avez les capacités, les moyens personnels, les ressources, savoir-faire et compétences. Vous avez les valeurs et les croyances, motivation, priorité, ce qu'on croit juste, vrai et important, valeurs, philosophie de vie, idéologie, tout ce dont vous raffolez. Le niveau où on se livre le plus intimement les uns aux autres, c'est les valeurs et les croyances. Et ensuite, vous avez l'identité, le soi, qui on est, notre mission, notre vision globale de la vie. Ça, c'est les niveaux logiques en neurologie. Entre deux valeurs, trouvez laquelle est la plus importante. À chaque conflit interne, vérifiez quelle valeur entre en opposition. Quand la hiérarchie est impossible à établir, trouvez le compromis qui permettra de satisfaire les deux priorités. Après, le 6e niveau, c'est le niveau spirituel. Et ça intéresse beaucoup les surefficients mentaux. Effectivement. Créez, et ça c'est ce que j'essaye de faire du coup depuis le mois de mai, créez votre propre référentiel spirituel en tenant, mais punaise j'ai du mal, hein, ça fait 1 heure que j'enregistre, en tenant avant tout compte de ce que vous sentez à l'intérieur de vous et de vos propres expériences mystiques ou paranormales. Après, il y a la pyramide des niveaux logiques, c'est hyper intéressant. La spiritualité, c'est au-dessus de vous. Vous avez l'identité, le moi, quel est mon rôle. Ensuite, vous avez les valeurs, pourquoi, capacité, comment, comportement, quoi, environnement, où et quand. Et ça, c'est les niveaux logiques, du coup, en neurologie. Il ne faut pas confondre identité et comportement. Ah, ça c'est vrai, je suis la championne de l'amalgame, de la présupposition du film complet. Exactement. Placez pratiquement toutes les données au niveau de l'identité. Bah ouais. En fait, les niveaux logiques, c'est comment vous allez classer les données que vous recevez sur autrui, ou sur une situation, sur un lieu, etc. Donc, on se sent nié, bridé, incompris, moqué, rejeté, dénigré, etc. Complètement. Acceptez-vous tel que vous êtes, parfait dans votre imperfection. Validez régulièrement toutes ces réussites, petites ou grandes, sans restriction. Donc, pas de oui, mais... Et ça, c'est ce que j'essaye de faire aussi le plus en plus, et c'est ce que je fais du coup, je me suis mise à le faire, et ça devient très facile pour moi. Ne mettez plus de restrictions à vos bravos. Et ensuite, en cultivant l'amour de soi, il n'acceptera ni coups, ni insultes, ni humiliation.
Consoler l'enfant intérieur. Oh punaise, j'ai écrit dans la marge. Je sais pas si vous voyez ce que j'ai fait, j'ai écrit dans un bouquin. J'ai écrit « Je vais pleurer », la vache. Au cours d'une relaxation, visualisez le petit enfant que vous avez été. Maintenant que vous l'avez compris, dites-lui qu'il est un enfant surdoué. Oh my god. Oh, je vais pas pleurer, promis. Expliquez-lui pourquoi les choses se sont passées ainsi. Donnez-lui enfin toute l'attention, toute la reconnaissance et tous les encouragements dont il a besoin. Prenez-le dans vos bras. Dites-lui que vous l'aimez très fort et que vous ne laisserez plus personne le dénigrer. Ça, c'est un exercice de Lucie dans la Villa des Cœurs Brisés. Et pour moi, ça aurait été très facile, parce que je sais faire ça. Ces mécanismes d'auto-sabotage sont inconscients, visualisation. Et en fait, il y a quelqu'un qui a dit que... je crois que c'est Jung, l'enfant intérieur de Jung. Du coup, j'ai sorti un article dans la psychanalyse jungienne. L'enfant intérieur est pensé comme une part enfantine souvent abandonnée, sans lien systématique avec notre propre enfance. Il s'agit d'une seconde personnalité qui joue un rôle déterminant dans la vie de chaque adulte et dans la formation du soi. Et ça, c'est du coup le psychanalyste Jung en 1958. C'est Carl Gustav Jung, l'enfant intérieur ou l'enfant divin, la part enfantine de l'homme et de la femme, dans le cadre théorique. C'est hyper intéressant, part liée au fonctionnement primaire instinctif. Ah mais c'est le moi véritable et authentique, c'est-à-dire l'expérience sensitive, émotionnelle et imaginative du moi sensible et vivant. Tout ça, c'est l'enfant intérieur. Et je trouve que c'est tellement passionnant. Donc en fait, il établit une différence entre l'enfant que vous étiez et l'enfant que vous devenez en grandissant, quoi. Chouchoutez-vous, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Comme dit Juliette Marceau, on mérite pas moins. A mood. J'adore cette fille. Validation de toutes vos réussites. Parlez-vous avec amitié, traitez-vous vous-même avec respect, quoi. Parce que confort intérieur, certitude qu'on saura faire face, au-delà de nos appréhensions, la capacité à passer à l'action malgré la peur et le stress. Votre réactivité aux événements mineurs a beaucoup diminué. Oui, je suis en train. L'importance accordée à votre image et à l'opinion des autres a diminué. Vous n'avez plus besoin de dépenser de l'énergie à protéger ou promouvoir votre estime de vous. Ça, je suis en plein dedans. Donc mon estime de moi, elle n'est pas forcément très bonne, effectivement. Oui, vous êtes hyper actif, vivez au rythme qui vous convient à vous. Vous avez besoin d'intensifier votre quotidien pour vous sentir exister. Fixez-vous des défis, ayez toujours plusieurs projets motivants en cours simultanément. Si les normaux-pensants disent que vous vous dispersez, c'est que vous avez trouvé le bon équilibre. Incroyable. Votre cerveau adore apprendre. Idéalement, cette créativité devrait être la première raison d'être de votre activité professionnelle, la créativité. L'artisanat et les professions libérales sont les orientations les mieux adaptées. Ces filières allient autonomie et créativité. Et c'est vrai. 3 personnages en nous, le rêveur, le réaliste et le critique constructif. Comment peut-on rendre ce projet réalisable ? Et ça, par contre, cette théorie psychologique, c'est de qui ? Je sais pas. Ah, Walt Disney. Ah bah attendez, je vais surligner parce que là, du coup, j'ai oublié. Voilà, donc là, ce que je viens de vous citer, en fait, c'est Walt Disney qui en a parlé. C'est dans tout processus de création, vous avez l'étape du rêveur, pose détendue, les yeux au plafond, le réaliste, pose plus campé, et puis le critique constructif. Comment peut-on rendre ce projet réalisable ? Donc c'est pour ça que j'ai surligné, parce que du coup, j'ai surligné qu'un truc, et en fait, ça voulait rien dire. Votre cerveau a besoin de beau pour saturer nos sens d'information agréables. Ah bah oui, non mais ça c'est sûr. Les suréfficients mentaux sont des boules d'émotions. L'art a la beauté du geste gratuit. Outre qu'il ne sert à rien, l'art n'est même pas rentable. Ensuite, il y a marqué quoi ? Ah oui, la sérotonine, justement. Vous êtes un gros bisounours ayant besoin que l'amour et la tendresse circulent en abondance dans votre vie. Ensuite, bien vivre sa surefficience en société. Être réellement seul vous apporterait plus de chaleur que de vivre avec un congélateur. Ah bah ça c'est sûr. La solitude subie est angoissante. La solitude choisie, si elle est ponctuelle, est ressourçante. Je suis d'accord. Après, les normaux pensants, ou même les personnes qui vont vous critiquer, peu importe qui c'est, je critique chez les autres les comportements que je m'interdis. C'est tout à fait ça. Et quand on n'est pas d'accord avec vous, ou quand on vous attaque, etc., répondez sobrement, c'est votre avis. Adoptez et développez les bons réflexes de survie. Allez voir des amis fiables, parlez, sortez, soyez actifs, ça va vous permettre d'aller bien. Allez vers les gens. Acceptez de vous faire aider. Connaissez-vous la différence entre le fou et le sage ? Le sage sait à qui ne pas parler. J'adore. Les ennuis commencent quand le besoin d'être aimé est plus fort que le besoin d'être respecté. Ouais, ça c'est clair. C'est votre vrai moi qui accueille les gens qui vous méritent.
Ça, c'est sûr, c'est ce que me disait ma copine coach quantique. Elle me dit, à partir du moment où tu te mets à penser, à voir le monde différemment, tu vas attirer à toi des personnes qui étaient faites pour croiser ton chemin, en fait. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, ça y est, je suis pleinement en conscience et j'avance vers le moi, quoi, en fait. Après, il y a marqué la surefficience en couple. Je sais pas si ça peut vous aider. Leur nouveau conjoint est également ouvert à cette notion de surdouance, mais surefficients mentaux ont enfin accès au bonheur conjugal. Donc en fait, ce qu'elle dit, c'est soit vous êtes avec quelqu'un qui est pareil que vous, soit vous allez avoir besoin de temps. Le normopensant ne comprend pas tout de son surefficient mental, mais l'accepte dans son hyper-émotivité avec fatalisme. Un peu genre, il est obligé, quoi. Il faut que le conjoint surefficient trouve ses défis intellectuels et son défoulement énergétique dans son travail ou dans son hobby. Le conjoint normopensant n'est pas du tout réceptif au concept et fait un blocage. Et c'est ce qui s'est passé dans mon cas. Après, je sais pas si mon chéri actuel est, quand je vous fais cet épisode, est HPI ou pas. Je l'ai reconnu dans certains cas, mais pas dans tous, donc je sais pas. Fuyez les femmes trop féminines et trop douces, c'est un leurre. Exactement. Pouvoir se recentrer entre surefficients. Après, bon, ça, j'ai surligné, mais je sais pas encore si je suis d'accord avec. Les hommes et les femmes surdoués doivent renoncer au cliché de l'homme viril et de la femme féminine. Les surefficients mentaux ont développé leurs énergies féminines autant que leurs énergies masculines. Ouais. Les hommes yin et les femmes yang. Ouais, on a un peu l'inverse de ce qu'on était avant, c'est sûr. Si votre conjoint n'en est pas encore là, dès que vous aurez fini de lire ce livre, vous le lui prêterez. Et c'est ce qui va se passer du coup. Bon, après, il y a la conclusion. Est-ce de la résilience ? Effectivement, le danger, l'insécurité, la maltraitance obligent à être créatif et hyper vigilant. Voilà. Après, il y a marqué privation et absence. Défugé, donnant son nom, c'est quoi ça ? Bon, ok, j'ai surligné les trucs, je sais plus ce que c'est. Bon, c'est pas grave, on va ignorer. Rêveur rebelle. Ah oui, ça c'est clair que je suis comme ça. Et la conclusion du bouquin, c'est bref, alors pourquoi on est HPI ? Ben parce que, peu importe que vous êtes ainsi, vous êtes vous-même unique au monde et parfait dans votre imperfection. Vous avez un magnifique cerveau bouillonnant d'idées, foisonnant de vie, effervescent de joie et pétillant d'amour. Voilà, bon, je vous ai fait un résumé du bouquin en fait, hein, un résumé détaillé. Donc je vais plutôt transformer cet avis lecture en résumé détaillé. Si ça vous donne envie de le lire dans son entièreté, ben n'hésitez pas. Il fait combien de pages ? 250. Il fait 250 pages, sans compter la bibliographie du coup. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous pensez être les mêmes, etc. Si au contraire vous reconnaissez dans l'inverse, donc pas du tout HPI. Et puis voilà. Après, ceux qui disent que c'est une étiquette, bah non, c'est pas une étiquette, c'est juste mettre des mots. Et mettre des mots en psychologie et en psychanalyse et en psy, tout ce que vous voulez, c'est hyper important en fait. Ça permet de mieux avancer et avancer plus facilement. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et à vous abonner et à me suivre sur Instagram et à aller voir ma chaîne ASMR si cela vous plaît. Et puis n'hésitez pas aussi à me demander en ami sur Booknode, Babelio, Goodreads et Livre Addict. Et puis en attendant le prochain épisode, portez-vous bien!